sur la partie du coup focus prérequis 3, ce que je souhaitais vous dire, c'était que au-delà des indicateurs, mettre en place des indicateurs, c'est bien, mais l'objectif, c'est vraiment se demander finalement l'objectif sous-jacent à l'indicateur. Voilà. Et vraiment, on s'inscrit toujours dans une réflexion autour de comment on peut faire pour améliorer la prise en charge en fait des patients. Non, juste la slide d'avant, Marion, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce prérequis 3, il est relatif donc à la confidentialité des SI. Et l'objectif, c'est vraiment que les établissements mettent en place des systèmes d'authentification individuelle, de traçabilité et de gestion des contrôles d'accès pour permettre la protection contre les intrusions et les fuites de données. Et Dieu sait si c'est d'actualité avec les crises et les attaques qu'on a pu connaître ces derniers temps sur un certain nombre d'établissements de santé. Du coup, tu peux passer à la slide d'après. Merci. Et donc, pour soutenir cet objectif, dans le cadre du programme Open, on a défini 4 indicateurs. Donc, le premier indicateur, le P3.2, qui fait référence à l'existence d'un document lié au règlement intérieur formalisant les règles d'accès et d'usage du SI, en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel diffusées au personnel, aux nouveaux arrivants, aux prestataires et aux fournisseurs. Donc voilà, donc je pense que l'explicitation de l'indicateur est assez claire. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. En termes de preuves d'atteinte, ce qu'on demande côté des GOS et donc ARS, c'est l'existence du document et du processus de diffusion concernant le règlement intérieur, lié au règlement intérieur. Voilà, bien entendu, si vous avez des questions sur la manière de faire ce document, n'hésitez pas à revenir soit vers la NAP, soit vers nous directement. Le deuxième indicateur, P3.3, donc là, c'est l'information des patients sur les conditions d'utilisation des données de santé à caractère personnel et sur les modalités d'exercice et de leur droit d'opposition. Et pareil, hein, on est toujours sur une preuve quali, c'est-à-dire qualitative, l'existence et la procédure de diffusion. Le troisième indicateur, P3.4, donc c'est le taux d'application gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d'identification, d'authentification personnelle et de traçabilité. Et là, donc, on est dans un objectif quanti. On attend que l'établissement soit en capacité de mettre en conformité 100% de ses applications gérant des données de santé à caractère personnel. Et enfin, le dernier indicateur, donc c'est celui qui porte sur l'existence d'une fonction DPO, et la présence d'un registre des activités de traitement de données à caractère personnel. Et donc là, bon, on est toujours sur un objectif quali, c'est-à-dire l'existence de la fonction DPO et l'existence du registre. Donc ensuite, je conclurai, je vous ai mis un certain nombre de liens qui peuvent vous être URL, qui peuvent vous être utiles pour éclairer votre compréhension non seulement du programme, mais aussi des indicateurs et qui peuvent également vous donner des clés pour la réalisation des documents qui attestent de l'éligibilité de l'atteinte de l'indicateur. Et enfin, si vous avez bien sûr des questions, voilà, on est ouvert à vous. Et donc, vous pouvez nous les adresser à l'adresse générique djos-open@santé.gouv.fr. On s'engage bien entendu à y répondre. Un grand merci. Merci beaucoup Inès. Maintenant, la parole est à Christian Prudhomme, expert de notre collège numérique à la NAP, qui va vous présenter la boîte à outils des prérequis, focus sur le prérequis 3, confidentialité. La parole est à toi, Christian. Bonjour, Christian Prudhomme. Je suis DSIO de clinique indépendante, petit groupe ou clinique un peu isolée, dans le champ du MCO, du SSR et de la psy. Je suis DPO de ces structures aussi, puisque j'ai suivi une spécialisation au CNAM. J'interviens aussi à la FHP dans le cadre d'un comité de réflexion du système d'information qui participe d'ailleurs à l'élaboration des programmes comme Hôpital numérique Open et la future certification SI et le référentiel Mathurin dont parlait Inès tout à l'heure. Je suis expert à la NAP et expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Les boîtes à outils de la NAP se veulent très pratiques. L'idée, c'est de vous mettre à disposition sur notre site un certain nombre de documents, éventuellement de modèles lorsque c'est possible, qui vont vous permettre à la fois de vous situer par rapport aux critères et aux attentes du ministère sur ce plan open,
mais ensuite de déterminer un plan d'action très précis et très clair sur ce qu'il va falloir faire pour rattraper l'écart entre votre situation actuelle et ce qui est exigé ou demandé. Les boîtes à outils de la NAP se présentent toujours en 3 volets. Un premier volet qui va vous permettre de faire un autodiagnostic, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes et à partir de questions de pouvoir parfaitement vous situer. Comme je le disais juste à l'instant, de déterminer et d'élaborer un plan d'action pour compenser l'écart et atteindre l'objectif qui est fixé. Et pour ce faire, donc, nous avons élaboré des fiches méthodes et, lorsque c'était possible, des modèles de documents qui doivent vous servir, en les personnalisant bien sûr, à atteindre plus facilement les cibles qui sont inscrites au programme Open. Donc, au niveau de l'autodiagnostic, donc, il y a les 4 prérequis qui vont vous permettre, par des questions qui sont formulées de manière assez précise, comme par exemple l'existence d'un document de ce type et une harmonisation dans le cadre de groupement, le contenu du document pour la charte du système d'information, qui doit vous permettre justement avec de la facilité, de la compréhension aussi, parce que parfois les établissements ont un peu de mal à comprendre le langage qui est utilisé. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de chacun des prérequis. Vous pourrez à loisir les consulter sur notre site et dans les différentes boîtes à outils. Le principe et la logique du plan d'action est toujours la même. Vous répondez à des questions simples par des réponses oui, non ou ne sais pas. Et ensuite, pour chaque réponse non ou je ne sais pas, vous aurez des propositions qui seront étayées et qui vous permettront d'élaborer le plan d'action qui va vous permettre d'atteindre l'objectif ou les objectifs qui sont fixés. Pour, par exemple, le P3.2 qui concerne la charte d'accès et d'usage du SI, on va vous accompagner pour élaborer le document sur les règles d'accès et l'usage du SI. Vous bénéficierez, c'est ce qu'indique le petit pictogramme à droite, d'un modèle de charte d'accès. On va vous aider aussi et vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez définir la procédure de diffusion et d'acceptation des règles définies, puisque cette charte, initialement dans Hôpital Numérique, devait être signée par chacun des collaborateurs. Dans un but de simplification, cette charte peut maintenant être intégrée au règlement intérieur et permettre une meilleure appropriation par les professionnels. Donc, on va vous guider aussi pour diffuser ce document aux acteurs de l'établissement et aux utilisateurs du système d'information. Sur le P3.3 qui concerne l'information des patients, de la même manière, on va vous guider pas à pas pour élaborer des outils d'information pour les patients. Comment peut-on s'y prendre et quelles sont les meilleures solutions? Comment on va définir une procédure de diffusion de ces outils d'information aux patients qui sont accueillis dans nos établissements? Et ensuite, on va diffuser les outils d'information des patients auprès des acteurs hospitaliers. Sur le P3.4 qui concerne la capacité des applications à intégrer un dispositif d'authentification personnelle, là, de la même manière, on va vous permettre et vous guider pour réaliser un état des lieux objectif et qui correspond à la réalité des applications que vous utilisez en définissant le périmètre qui est précisé et attendu dans Open. Et ensuite, pour chaque application, là aussi, on va vous guider par des questions simples et par une méthode relativement compréhensible par tous, puisque, comme le disait Inès tout à l'heure, ce programme s'applique à tous les établissements, qu'ils soient éligibles à la subvention ou pas. Et comme le programme suivant est en préparation, je crois que nous avons tout intérêt à procéder par cercles successifs de la route d'Eming pour améliorer la qualité et la maturité de notre système d'information. Enfin, sur l'existence d'une fonction DPO et la présence d'un registre de traitement qui est obligatoire, on va aussi vous rappeler un certain nombre de textes réglementaires et puis ensuite vous guider pour faire en sorte de mettre en œuvre cette fonction de DPO et l'élaboration d'un registre de traitement dans le cadre des particularités des établissements de santé et des activités qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Christian. Maintenant, c'est au tour de vos retours d'expérience. Donc, toujours à Christian, mais également à Gilles Robert
père de notre réseau numérique. Donc, c'est à vous. Gilles, n'hésite pas à te présenter avant de prendre la parole. Gilles, tu nous entends? Alors peut-être Christian d'abord, le temps que Gilles se reconnecte. Oui. Ah, Marion, Gilles, tu c'est bon. m'entends? Oui, Ah, on excuse-moi. t'entend. Oui, donc Gilles Robert, je suis ingénieur au centre hospitalier de Saint-Malo et depuis quelques années RSSI et DPO sur le groupement hospitalier Rances-Émeraude. Et comme Christian, j'ai suivi la certification CNAM puisque la partie RGPD n'était pas vraiment dans mes formations initiales. Donc j'ai suivi en 2018 la certification CNAM pour être DPO. Merci Ah. Gilles. Tu peux, du coup, je te laisse présenter ton retour d'expérience sur le Je commence. Oui, alors, P3.2. sur la partie charte d'accès et d'usage DSI, nous, le choix a été fait, alors dans le cadre de la mise en place des GHT, d'avoir une charte unique pour l'ensemble du GHT et de se faire accompagner par un cabinet d'avocats experts dans le monde de la santé pour que cette charte reprenne à la fois les obligations, mais aussi les droits des usagers et faire en sorte d'avoir un document qui soit opposable et équilibré en termes d'usage. Et donc, sa diffusion a été faite dans la JET des 3 établissements constituant notre GHT. Concernant la PSSI, on a rédigé la PSSI en reprenant le mode de fonctionnement assez classique de partir par une analyse de risque, de définir des actions prioritaires et d'avoir une PSSI reprenant la volonté de la direction de mettre en place ces actions prioritaires, qui elle aussi est diffusée très largement au sein de l'établissement, à l'ensemble des personnes, et qui est signée à la fois par la direction générale, par les présidents de CME, par les DIM et DPO. Et donc, actuellement, le point un peu plus difficile qu'on avait sur nos 3 établissements, c'était de pouvoir intégrer tous ces éléments dans un règlement intérieur. Donc, dans le règlement intérieur encore des 3 établissements, puisqu'on n'a pas de règlement intérieur du GHT, et en passant en le présentant à l'ensemble des instances du groupement. Sur la partie privée, l'un des points qui nous semble essentiel, c'est de créer un groupe de travail pour la rédaction de cette charte, pour qu'elle constitue vraiment quelque chose de très pratique et qui correspond aux usages qu'est fait du SI dans l'établissement. Il paraît important d'organiser des réunions d'information, en particulier pour les professionnels de santé et les praticiens qui sont, dans la plupart des cas, en tout cas en court séjour, des professionnels libéraux. Et le point dur, c'est un terme qu'on utilise, vous le verrez si vous vous connectez sur le site de l'ANAP. Le point dur, c'est quelque chose voilà, qui, comme son nom l'indique, constitue une difficulté majeure ou en tout cas régulièrement rencontrée. De convaincre les praticiens libéraux à la fois d'utiliser le DPI de l'établissement parce que c'est plus facile, mais en leur faisant signer une charte dans laquelle ils s'engagent à respecter des règles et à ne pas faire n'importe quoi ou en tout cas à faire preuve d'une vigilance puisque les attaques se multiplient ces temps derniers dans les établissements de santé. Sur le P3.3, sur l'information des patients, il nous paraît essentiel d'utiliser tous les canaux de communication, le livret d'accueil bien évidemment, le site internet et l'affichage aussi dans des lieux d'admission ou des lieux de passage des patients, en essayant de privilégier des supports numériques qui sont quand même plus modernes, même si il faut aussi tenir compte d'une population qui est un peu moins familière avec des outils modernes. Informer dans un langage clair et compréhensible par tous, traiter les cas des personnes qui ne savent pas lire ou qui ne comprennent pas notre langue, ça nous paraît ça aussi important dans le cadre de l'accessibilité et d'un accueil pour tous. Le point dur de ce critère, c'est arbitrer sur la possibilité de prendre en charge un patient qui s'opposerait à l'utilisation de ses données personnelles, parce que ça serait à la fois difficile et peu sécurisant dans le cadre de sa prise en charge.
La parole est à toi, Gilles. Je crois que Gilles a été déconnecté. Donc, en attendant qu'il revienne, Christian, je te laisse faire la suite. Ouais, j'ai tout juste de me reconnecter. Je suis Ah. désolé, j'ai plein de soucis de connexion réseau aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Peut-être, Gilles, du coup, désactive ta caméra, comme ça, tu auras peut-être moins de soucis. Voilà, c'est fait. Donc, sur le Petra 3, désolé, j'ai pas entendu tout ce que disait Christian, mais notre retour était un peu identique au niveau public que privé. Donc, sur le fait d'utiliser plusieurs canaux de diffusion sur les informations des patients. Donc, on avait bien sûr les livrets d'accueil du patient, les affiches, les sites internet des établissements, les courriers, la pandémie et la diffusion des informations, en particulier sur CIDEP pour les laboratoires, nous a amené à mettre aussi des notes d'information directement sur des comptes rendus d'examen, pour que nos patients soient tenus informés du traitement qui était fait à leur donner. Sur cette partie information du patient, le travail il doit forcément se faire de manière très collaborative entre les différentes instances de l'établissement, donc à la fois la direction de la clientèle, si elle existe au sein de l'établissement, et bien évidemment le département d'information médicale qui gère quand même depuis des années tout ce qui est droit d'accès du patient à son dossier médical. Donc, dans ce cadre-là, le DPO et le DIM se doivent de travailler conjointement sur le sujet. Les points un peu délicats, c'est d'essayer d'avoir un document qui soit suffisamment synthétique et suffisamment clair pour permettre aux patients de pouvoir faire valoir ses droits, et en comprenant un peu les traitements faits à ces données et le fonctionnement des réseaux de soins, qui ne sont pas toujours forcément très clairs pour le patient quand il arrive au sein d'un établissement. Allô? Oui, on t'entend, Gilles. Bon, excusez-moi. Donc, sur le P3.4, les capacités des applications à intégrer un dispositif d'authentification personnelle. Un travail important au sein de nos unités, ça a été de pouvoir rendre systématique l'utilisation d'identifiants nominatifs. Ce qui était une obligation pour les laboratoires dans le cadre de la certification COFRAC, ce qui est reconnu comme bonne pratique pour l'ensemble des soignants, mais pour lesquels, dans nos structures, on a toujours quelques dérives contre lesquelles il faut lutter au quotidien. Des dérives de comptes génériques et principalement tout ce qui peut être compte sur des applications de santé biomédicales, pour lequel on n'a pas forcément encore d'interconnexion de prévu avec nos annuaires, où on a des sociétés qui ont l'habitude de travailler avec des codes génériques. Voilà. Sur la partie privée, il paraît intéressant de s'intéresser à ProSanté Connect, qui devrait permettre de moderniser les modes d'authentification. Au niveau des points durs relevés, mettre en œuvre une politique de sécurité des mots de passe exigeante, sans mettre forcément en place d'autres modes d'authentification fortes. Et ce que l'on peut regretter, que j'ai indiqué en point dur, c'est que peu de logiciels métiers permettent soit une authentification par SSO ou une connexion native à LDAP qui permettrait de gérer des droits, y compris d'utilisateurs qui accèdent à plusieurs logiciels métiers. Sur le P3.6, sur l'existence d'une fonction DPO et la présence d'un registre de traitement, fort de ma propre expérience, je crois qu'il est utile pour les établissements de mutualiser, lorsque c'est possible, les fonctions de DPO. Ne pas perdre de vue nous devons réaliser une analyse d'impact au plus tard en mai 2021 pour les traitements qui étaient dits sensibles, dont les traitements sur les données de santé font partie.
Et sur le point dur, pour avoir vécu cette expérience, c'est de prendre garde à ne pas élaborer un registre de traitement trop ambitieux, qui aille dans un niveau de détail trop important, pas forcément utile, et faire en sorte que l'établissement puisse suivre ce registre de traitement de manière réelle et régulière. Je crois qu'il est préférable, comme dans une démarche de certification, de commencer voilà, par un périmètre certes complet, mais pas forcément très détaillé, puis ensuite d'agir par démarches successives pour aller dans un niveau de détail un peu plus grand et surtout avoir un plan d'action associé qui soit réaliste et qui puisse être engagé et réalisé. Alors de notre côté, donc pareil sur la partie fonction DPO, au sein des GHT, on a souvent un DPO mutualisé pour l'ensemble des établissements. Sur des grands GHT, ça peut être porté par une personne du service juridique. Sur des petits GHT comme le nôtre, on n'avait aucun service juridique. Donc ça a été une personne en interne, donc c'est moi qui ai fait le certificat DPO du CNAM. Alors, c'est un poste, effectivement, comme l'annonçaient certains avocats ou certains experts lors de la mise en place du RGPD, c'est un poste qui est à la fois mi-juridique, mi-technique. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de comprendre les textes juridiques et les déclinaisons techniques. Et au même titre, pour les analyses d'impact, on a besoin de connaissances techniques pour pouvoir faire une évaluation correcte des risques. Sur les points durs, je rejoins complètement Christian sur le fait de ne surtout pas avoir un registre des traitements qui deviennent absolument immaintenables. C'était d'ailleurs les conseils de la CNIL dès 2018 de partir sur un registre de traitement avec une évaluation de macro-traitement pour éviter d'avoir justement un nombre de traitements, d'analyse d'impact, de fiches de registre à maintenir et à ne permettant plus de s'y retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les faits, est assez difficile en termes d'exercice, puisqu'il y a une dérive dans nos établissements qui sont un peu de dire on informatise, donc c'est un nouveau traitement, donc on fait une fiche de traitement. Et on n'intègre pas forcément au global. Donc, ce qui a été fait avec le DIM sur notre GHT, c'était de faire un traitement dossier patient qu'on a essayé de faire le plus macro possible et au besoin sur des thèmes bien particuliers, on redéfinit un traitement spécifique si celui-ci n'a pas les mêmes risques ni les mêmes modes de fonctionnement que notre dossier patient principal. Donc, une autre difficulté ou point dur sur la mise en place des GHT et de ces registres de traitement, c'est qu'on a des solutions que l'on met en œuvre qui sont de plus en plus transverses entre les différents établissements du GHT. Donc là, c'est encore relativement simple, le responsable de traitement étant l'établissement support, mais aussi lors de partenariats avec des plateformes territoriales d'appui, avec des réseaux de soins, avec des GCS ou des GIE, où il faut vraiment bien se poser sur le périmètre du traitement et sur la partie de responsabilité de chacun. Un autre point dur sur cette définition des traitements et des responsabilités, c'est de plus en plus avec les objets connectés biomédicaux, où on se retrouve responsable d'un traitement de données qu'on ne maîtrise pas forcément d'un bout à l'autre de la chaîne, et où la définition du traitement et de la responsabilité de traitement portée par l'établissement et portée par le fournisseur doivent attirer toute notre attention.